C'est l'heure du Journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, l'Union africaine qui émet des doutes sur la conformité des résultats de la présidentielle en République démocratique du Congo. Notre correspondante à Addis Abeba reviendra sur la réunion d'urgence de la SADC qui s'est tenue ce jeudi à la demande de l'UA. Nous irons également à Kinshasa où notre correspondant a tendu le micro à tous les acteurs politiques avant la décision de la Cour constitutionnelle sur la validité ou pas du scrutin. Nous irons également dans ce journal à Ouagadougou au Burkina Faso. Les autorités ont confirmé ce jeudi la mort du ressortissant canadien. Le corps de Kirk Woodman a été retrouvé dans le nord du pays. Au Ghana, c'est un journaliste d'investigation qui a été abattu par balle mercredi à Accra. Ahmed Hussein participait à une vaste enquête sur la corruption dans le football africain. Il faisait partie de l'équipe de reporters infiltrés dirigée par le célèbre journaliste Anas Arem Yao Anas. La communauté des États d'Afrique australe s'est réunie ce jeudi en urgence à Addis Abeba à la demande de l'Union africaine pour débattre du résultat contesté de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. L'UA a émis des doutes, de sérieux doutes sur la conformité des résultats proclamés par la CENI. La correspondance à Addis Abeba de Nathalie Tissot. Une dizaine de chefs d'État étaient présents ce jeudi au siège de l'Union africaine ici à Addis Abeba. Parmi eux, ceux d'Afrique du Sud, de Namibie, de Zambie, d'Angola, du Congo-Brazzaville ou encore du Rwanda, puisque ce mini-sommet était à l'initiative de Paul Kagame. Au total, ils ont passé plus de 5 heures à huis clos et au final, aucune déclaration à leur sortie. Néanmoins, lors de la cérémonie d'ouverture, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, avait eu des mots forts concernant la situation actuelle en RDC. Même si jusqu'ici la situation sur le terrain reste fort heureusement globalement calme, il n'en reste pas moins qu'elle demeure hautement préoccupante. Pour parler franchement, des sérieux doutes sur la conformité des résultats proclamés persistent et ne cessent de hanter les esprits des Congolais et de leurs frères et amis de par le monde. Le président de la Commission de l'Union africaine a néanmoins mis en garde contre des ingérences extérieures, tout comme l'organisation régionale SADC qui a publié un communiqué dans lequel elle félicite le gouvernement et la commission électorale pour, je cite, l'organisation et la conduite des élections. Le communiqué insiste sur l'importance de préserver la paix dans le pays. Il n'est donc plus du tout question de recomptage des voix comme il l'avait été évoqué par le président zambien le week-end dernier. Et pendant ce temps, les Congolais sont suspendus à la décision de la Cour constitutionnelle. Elle doit rendre sa décision sur le recours déposé par Martin Fayulu, le candidat de la coalition Lamuka, qui estime qu'il est vainqueur de ce scrutin avec plus de 60% des voix. Notre correspondant à Kinshasa, Thomas Nicolon, est allé donner la parole à tous les acteurs politiques avant le dénouement du processus électoral. Reportage. C'était le 12 janvier. Candidat malheureux à l'élection présidentielle, Martin Fayulu déposait un recours devant la Cour constitutionnelle. Objectif, obtenir une annulation des résultats de l'élection. À quelques heures du verdict, Martin Fayulu continue de dénoncer des négociations entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi pour un partage du pouvoir. La CENI veut que M. Kabila pérennise son pouvoir. Et là, après, il y a des gens qui n'ont pas gagné, qui sont partis aider M. Kabila à rester éternellement au pouvoir. Non, ça ne pourra pas être le cas. Je ne pense pas que le peuple pourra les laisser voler son élection et voler la présidence à Martin Fayulu. La majorité assure que les contacts avec le prochain président de la République ne sont que des discussions visant à préparer une cohabitation politique. Il y a une cohabitation qui se dessine, et s'agissant d'une cohabitation, je ne vois pas comment on peut la mettre en œuvre sans discuter avec les parties prenantes, que sont notamment le camp du président élu et le camp de la majorité parlementaire et des majorités des différentes assemblées provinciales. Le camp du président élu, Félix Tshisekedi, souligne qu'une transition démocratique a enfin lieu en RDC. Contester les résultats de la CENI reviendrait à déstabiliser le pays. Aujourd'hui, nous donnons une leçon de démocratie en République démocratique du Congo, où un pouvoir fort, dit dictatorial, réussit à transmettre le relais à un nouveau président élu qui n'est pas du même bord,
d'une opposition dite radicale, et ça se passe dans la paix avec l'accompagnement du peuple. Que veulent ces gens qui aujourd'hui veulent attiser la haine et la violence en République démocratique du Congo? Déclaré vainqueur par la commission électorale, Félix Tshisekedi doit prêter serment le 22 janvier prochain si la Cour constitutionnelle rejette le recours de Martin Fayulu et valide les résultats annoncés par la commission électorale. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son ancien ministre Charles Blé Goudé ne sont toujours pas libres. Dans la foulée de leur acquittement mardi, la Cour pénale internationale s'est prononcée pour leur mise en liberté. Mais les procureurs de la CPI ont fait appel mercredi de cette décision, le temps de recevoir les motivations des juges concernant l'acquittement. Leur mise en liberté a été suspendue par la CPI dans l'attente que la Chambre d'appel ne se prononce en faveur ou pas d'une libération immédiate. Kirk Woodman, le ressortissant canadien disparu au Burkina Faso depuis mardi, a été retrouvé mort ce jeudi dans la localité de Gorom, dans le nord du pays. Il travaillait dans une mine située à Taïbangou, dans la région du Sahel. Plus de précisions avec nos correspondants Kalidoussi et Bangali Touré. C'est dans la soirée du 15 janvier dernier qu'une dizaine d'individus armés non identifiés ont attaqué la mine de Tiabongo. Une fois sur place, ils ont rassemblé toute l'équipe d'exploration, fouillé tous les logements avant d'enlever Kirk Woodman selon le ministère de la Sécurité. Ce drame intervient près de 4 mois après l'enlèvement d'autres employés d'une mine, c'était à Inata, et pose la question suivante: pourquoi ces mines sont devenues la cible des groupes djihadistes? Réponse avec le docteur Yara Batioula, sociologue des mouvements terroristes. On se rend compte que ce sont des lieux emblématiques qui créent de la convoitise, qui suscitent ce qu'on pourrait dire de l'envie des groupes terroristes. Après ces enlèvements, on peut se rendre compte que très souvent, il y a des revendications, il y a donc des besoins donc, de rançon, il y a aussi donc, des besoins donc, d'affirmer donc, son leadership sur le Sahel. Dire que ça va un peu ralentir un peu la venue donc, ou le travail donc, des exploitants miniers dans notre pays, non. Cette mort s'ajoute à la liste des 7 ressortissants étrangers disparus ou enlevés au Burkina Faso. La dernière en date, la disparition de la Canadienne Edith Blais et de son compagnon italien Luca Tacchetto, qui n'ont plus donné de signe de vie depuis le 15 décembre dernier. Il s'appelait Ahmed Hussein, il était journaliste et il a été abattu en pleine rue pour avoir fait son métier. À 34 ans, il participait à une vaste enquête sur la corruption dans le football africain. Il faisait partie de l'équipe de reporters infiltrés dirigée par le célèbre journaliste Anas Aremoyam Anas. L'année dernière, sur la télévision ghanéenne, le député Kennedy Agyapong avait promis de l'argent à ceux qui passeraient à tabac le journaliste d'investigation Ahmed Hussein Swaleh. Il avait demandé qu'on diffuse une photo du reporter à l'antenne. Mercredi soir, ce journaliste a été abattu. Le député du parti au pouvoir a démenti tout lien avec l'assassinat. Mais les Ghanéens sont sonnés. Le pays est le mieux classé en Afrique dans l'indice mondial de la liberté de la presse, établi par Reporters sans frontières. Ahmed était un héros national qui a utilisé son stylo et non son arme pour éliminer de nombreux maux dans notre société. Cet assassinat, auquel s'ajoutent les agressions généralisées contre les journalistes ces derniers temps, sont un signe inquiétant que les médias sont sérieusement pris pour cible. Ahmed Hussein Swaleh collaborait avec le fameux journaliste Anas Arameyo Anas qui dissimule son visage en public. Leurs enquêtes ont notamment mené à la démission du président de la Fédération ghanéenne de football. Anas est un personnage controversé qui se déguise pour piéger ses interlocuteurs et dénoncer la corruption dans certains milieux. En 2015, l'un de ses documentaires montrait des juges véreux. Plusieurs d'entre eux avaient ensuite été limogés. Au Soudan, les forces de sécurité ont été déployées jeudi dans le centre de Khartoum pour dissuader les manifestants de battre le pavé pour de nouveau demander le départ du président Omar el-Béchir. Il est tenu pour responsable de la crise économique qui frappe le pays. Cela fait 4 semaines que le Soudan est secoué par des manifestations. Retour sur le début des contestations avec Cédric Ferreira. Les bureaux du Congrès national, le parti au pouvoir au Soudan, pris d'assaut. Le 19 décembre dernier, les premiers actes de contestation ont lieu à Adbara, ville située à 250 km au nord-est de la capitale Khartoum. Une colère provoquée par la hausse du prix du pain, devenu 3 fois plus cher. Alors que la population fait déjà face à de nombreuses pénuries dans un pays en pleine crise économique.
Immédiatement, le mouvement se propage dans d'autres villes du pays, notamment Port-Soudan, puis Khartoum. Des affrontements réguliers ont lieu avec les forces de sécurité. Selon les autorités, au moins 24 personnes sont mortes, mais Amnesty International évoque 40 décès et plus de 1000 arrestations. Depuis un mois, les manifestations n'ont pas cessé. Elles se sont transformées en rassemblements quasi quotidiens contre le président soudanais Omar el-Béchir. Pour l'opposition, il est coupable d'une mauvaise gestion financière. Ce gouvernement n'a pas la capacité de surmonter la crise économique, parce que la crise économique est avant tout une crise politique. Et la solution est politique, donc un nouveau régime doit se mettre en place. Mais pour le président soudanais, pas question de quitter le pouvoir face à la pression de la rue, alors qu'une nouvelle élection présidentielle est prévue l'année prochaine. Je confirme que celui qui veut prendre le pouvoir est le bienvenu, mais seulement par les urnes, avec des élections libres et justes. Celui qui conduit le Soudan doit être choisi par le peuple soudanais, et je saluerai celui que le peuple aura choisi. Selon les observateurs, Omar el-Béchir fait face à sa plus grave crise politique depuis son accession au pouvoir en 1989 après un coup d'État. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants, la suite de Paris Direct avec Claire Bonichon.